Allez, on fait pas. Nani, on fait pas. 20 000 lieues sous les mers. Une histoire pleine de mystères. Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde. Un film qu'on ne peut oublier, un film au-delà de l'imaginable. Publié à la fin des années 1860, 20 000 lieues sous les mers connut un succès immédiat et international. Ce roman vaste et ambitieux est devenu au fil du temps le plus célèbre texte de Jules Verne. Écrivain français né à Nantes en 1828 et mort à Amiens en 1905, le créateur du Capitaine Nemo reste à ce jour le deuxième auteur le plus traduit au monde, juste derrière la romancière britannique Agatha Christie. Comme plusieurs autres récits de Jules Verne, qui appartiennent tous à la collection littéraire des Voyages extraordinaires, 20 000 lieues sous les mers a donné lieu à un grand nombre d'adaptations plus ou moins libres, aussi bien en film, en série, en bande dessinée qu'en jeux vidéo. Plus de 150 ans après sa première publication, ce roman des profondeurs exerce toujours une grande fascination sur les lecteurs du monde entier. Pourtant, les fonds marins nous sont désormais bien mieux connus qu'ils ne l'étaient à l'époque de Jules Verne. Dès lors, comment expliquer le succès durable de ce livre ? « 20 000 lieues sous les mers est tout d'abord une invitation à un voyage hors du commun. Ici, il ne s'agit pas de traverser les océans à des fins purement utilitaires, pour en exploiter les richesses naturelles ou se rendre en un lieu bien déterminé. Non. Dans 20 000 lieues sous les mers, l'aventure imposée par Nemo aux 3 hommes qu'il a secourus de la noyade constitue un parcours initiatique et contemplatif, duquel on ressort transformé. Laissez-moi donc vous dire, monsieur le professeur, que vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord. Vous allez voyager dans le pays des merveilles. L'étonnement, la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit. Vous ne vous blaserez pas facilement sur le spectacle incessamment offert à vos yeux. À l'instar du professeur Aronnax et de ses 2 compagnons d'infortune, nous sommes, en tant que lecteurs, confrontés à une expérience inédite. En effet, nous nous trouvons en totale immersion avec une nature que notre condition d'animal terrestre ne nous permet pas, en temps normal, de connaître empiriquement. À bord du sous-marin le Nautilus, merveille technologique et visuelle, les 3 hôtes du capitaine Nemo sont invités à porter un autre regard sur la nature. Il ne s'agit plus de la considérer uniquement comme un péril ou une source d'approvisionnement, mais aussi d'en constater l'extrême diversité et la singulière beauté. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons, Conseil les classait. Moi, je m'extasiais devant la vivacité de leurs allures et la beauté de leurs formes. Cette épopée sous-marine d'un nouveau genre présente une indéniable dimension contemplative, mais aussi philosophique. Ici, avant de commencer à apprendre, il convient d'abord de se défaire de ses préjugés et de ses habitudes les plus néfastes. Ainsi, le chasseur de baleines Ned Land reçoit une grande leçon de vie. Le capitaine Nemo l'amène à découvrir une autre forme d'interaction avec les océans. Par l'exemple de sa propre existence autonome, le capitaine lui apprend que l'homme peut vivre et survivre sans avoir à imposer sa force de domination à la nature. Nemo dénonce avec conviction le déchaînement d'une violence gratuite exercée sur les animaux au moyen des technologies humaines. Je sais bien que c'est un privilège réservé à l'homme, mais je n'admets pas ces passe-temps meurtriers. En détruisant la baleine australe, comme la baleine franche, être inoffensif et bon, vos pareils, Maître Land, commettent une action blâmable.
À mesure que le Nautilus parcourt les mers du monde, le professeur Aronnax, grand spécialiste de la faune et de la flore marine, affine pour sa part ses connaissances du milieu marin par des expériences sensibles et immédiates, loin de son bureau du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. En acquérant des connaissances non plus seulement théoriques, mais aussi empiriques, le professeur s'ouvre plus encore qu'avant à la complexité du monde vivant et voyage aussi dans le temps, en découvrant après une longue marche sous-marine les ruines de la mythique cité de l'Atlantide. Là, sous mes yeux, ruinée, abîmée, jetée bas, apparaissait une ville détruite. Ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués, ses colonnes gisant à terre, où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane. Plus loin, quelques restes d'un gigantesque aqueduc. Si 20 000 lieues sous les mers continue à être lu dans le monde entier, à une époque où nous ne manquons pourtant pas de récits exaltants et dépaysants, c'est aussi parce que ce roman possède un caractère visionnaire tout à fait remarquable. Récit écologique avant l'heure, écrit par un amoureux inconditionnel des océans, le texte de Jules Verne dénonce dès la fin des années 1860 les conséquences potentiellement désastreuses de la pêche intensive. Scientifiquement bien documenté, 20 000 lieues sous les mers prophétise une tragédie qui n'est pas sans avoir une certaine résonance avec la situation actuelle de notre monde. Comme le déclare le professeur Aronnax, si la nature continue à être traitée avec si peu d'égards, les descendants des hommes deviendront, paradoxalement, les victimes de leurs propres ancêtres. Savez-vous, ajoutai-je, ce qui s'est produit depuis que les hommes ont presque entièrement anéanti ces races utiles, c'est que les herbes putréfiées ont empoisonné l'air. Et l'air empoisonné, c'est la fièvre jaune qui désole ces admirables contrées. Les végétations vénéneuses se sont multipliées sous ces mers torrides et le mal s'est irrésistiblement développé depuis l'embouchure du Rio de la Plata jusqu'aux Florides. Tout en étant un récit d'aventure, 20 000 lieues sous les mers est aussi un grand texte biologique. Il nous invite à adopter un point de vue global sur notre monde et à prendre conscience de l'interdépendance qui existe entre tous les êtres vivants. Alors même que le terme n'existe pas encore à l'époque de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers nous enjoint ainsi à respecter le plus possible ce que nous appelons désormais la biodiversité. C'est là un message d'autant plus puissant que la France, à cette époque, est une des places fortes d'une révolution industrielle qui permet des progrès scientifiques absolument considérables et, supposément, bénéfiques à tous sur le long terme. Une des forces du roman de Jules Verne est de ne pas sombrer non plus dans une forme de naïveté vis-à-vis de la nature, ce qui ferait perdre toute sa pertinence au propos d'ensemble. Dans cette œuvre, si l'océan est source de vie, il est aussi source de mort, comme l'illustre bien la violente attaque du calmar géant dans la seconde moitié du récit. Le Nautilus était alors revenu à la surface des flots. Un des marins, placé sur les derniers échelons, dévissait les boulons du panneau. Mais les écrous étaient à peine dégagés que le panneau se releva avec une violence extrême, évidemment tiré par la ventouse d'un bras de poulpe. Aussitôt, un de ses longs bras se glissa comme un serpent par l'ouverture et 20 autres s'agitèrent au-dessus. D'un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule qui glissa sur les échelons en se tordant. Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plateforme, 2 autres bras, cinglant l'air, s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo. À aucun moment, Jules Verne ne cède à la tentation de sublimer la nature ou de la doter de traits humains dans le cadre d'une anthropomorphisation forcée, comme cela sera souvent pratiqué par la suite dans des récits au service de la cause animale. Le succès de ce roman singulier tient aussi beaucoup à son personnage le plus emblématique, le célèbre capitaine Nemo. Individu fascinant, attiré aussi bien par l'ombre que par la lumière, Nemo rend plus généralement compte de la dualité présente en chaque homme et qui tient notamment à notre statut particulier d'animal dénaturé. Si le capitaine du Nautilus entend désormais se tenir à distance des sociétés humaines, il a toutefois été incapable de rompre totalement avec celles-ci.
Ainsi, il vit son exil sous-marin entouré de quelques compagnons proches et continue à pratiquer des activités très humaines, comme la lecture et la musique. L'expérience de la nature a sans doute été perçue par cet homme au passé douloureux comme la possibilité d'une renaissance, comme l'espoir d'un apaisement qui lui était impossible sur Terre. Mais le roman nous montre que cette fuite au fond des océans a aussi accru un sentiment de vengeance qui, par sa radicalité, présente une dimension bestiale et même monstrueuse. « Je suis le droit, je suis la justice, me dit-il. Je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais est là. Taisez-vous. » À travers son roman, Jules Verne aborde le sujet de la nature par le biais d'expériences plurielles. Il ne se soumet ici à aucun manichéisme. L'écrivain français nous invite à nous émerveiller du monde vivant et à ne pas toujours limiter les rapports que nous avons avec celui-ci à la seule question de l'utilité. Tout en insistant sur la nécessité vitale de le respecter, il nous recommande aussi de ne pas l'appréhender avec nos seules valeurs humaines, au risque sinon de ne pas bien le comprendre et d'en devenir alors une potentielle victime. Il n'est pas anodin que 20 milieux sous les mers ait inspiré autant de grands scientifiques et explorateurs à travers le monde. Bien avant l'ère des documentaires spécialisés sur les océans, ce roman permet à chacun de mieux connaître cet univers à la fois si proche et si lointain, qui tout en représentant la majeure partie de notre planète, reste malgré tout méconnu de la plupart d'entre nous. Lire 20 milieux sous les mers, c'est certes vivre par procuration une singulière aventure dans le cadre d'une nature vaste, mystérieuse, belle et parfois hostile. Mais c'est aussi une invitation très poétique à porter un autre regard sur le monde qui nous entoure et, ainsi, à prendre un recul salutaire sur nous-mêmes et sur notre propre espèce.